Les Meneurs, saison 2, épisode 7. Aujourd'hui, on reçoit encore un très grand leader, l'ancien des Alouettes, Luc Brodeur-Jourdain. The idea is a very simple one, and the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day, you're trying to become better, and it's a constant quest. It's an infinite quest. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe du résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sur le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la classe, les débats sont positifs. We believe c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that, on s'y vise en 4 comme Jean Béliveau. Big shot à la gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir, fais ton choix, prends ta meilleure. 100%, on est ce type de donneur. On force et défenseurs, bienvenue dans les meneurs. To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, thank you guys for all your sacrifice. For all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I could thank you enough for that. So, from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Oh, les meneurs, hein? Saison 2, épisode 7, avec des gros frissons, avec la toune de B qui rentre au poste, avec des images fabuleuses, des athlètes qu'on aime, de grands leaders, parce que nous autres, ça nous inspire, Kev. Oui, puis un petit clin d'œil à Ray Lewis aujourd'hui, j'étais content, un petit clin d'œil au football, parce que c'est un épisode complètement football. Oui, exactement. Je me suis dit, on reçoit un grand leader, un ancien des Alouettes. J'ai dit, je vais mettre mon jersey de Ray Lewis, que j'adore, qui est un gars qui m'inspire énormément dans la vie de tous les jours. Puis Kev, avant d'aller dans le segment à la Gabière et aller jaser avec notre invité Luc Brodeur-Jourdain, hein, on annonce un petit changement de programme. Hein. La mouture va être différente à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit, il faut offrir un petit plus à nos auditeurs. Donc, on va avoir un épisode par semaine qui va être uniquement l'entrevue avec un invité. Puis, un autre show, donc un deuxième show dans la même semaine où on va arriver, toi et moi, puis on va parler on va faire notre warm-up, on va faire le piméton, puis on va parler de sujets d'actualité. On voulait vraiment séparer ça en deux parce qu'on trouvait que ça allait trop vite avec les invités, puis on se dépêchait à faire nos segments pour rentrer l'invité rapidement. Là, les shows duraient 1h30 et tout ça. Fait qu'on s'est dit, hey, faut optimiser tout ça puis séparer ça en deux. Oui, ben c'est ça. Puis à un moment donné, je pense que on met pas, mais pas qu'on met pas assez l'emphase sur l'invité, mais je trouve que justement, des fois, on est comme, oh shit, si le temps passe, puis tout ça. Fait que, puis il y aurait des affaires qu'on aurait aimé ça jaser de plus. Fait que, on va vraiment prendre le temps avec l'invité de se poser sur le banc afin de faire le tour de leur profil, leur carrière. Puis c'est ça va être plus optimal pour tout le monde. Yes, sir, mon frère. Là, es-tu prêt pour le segment La Gabière? On tape un jeudi matin, 11h. 11h. 11h, fait que c'est sans alcool. On va l'ouvrir, Kev. Ah oui, puis il est mis quelque part, comme on dit. Hein? Sais-tu, c'est Cain qui disait ça? Fait que moi, aujourd'hui, j'ai opté pour la IPA. Je pense que je l'ai déjà essayé, mais ce qui est bon, vu que j'en bois pas souvent de la IPA, c'est comme si je la redécouvrais à chaque fois. Regardez comment la canette est écœurante. Moi, sérieux, ça me fascine. Leur design de la gabière, là. Je sais pas c'est qui fait les designs, mais sérieux, chapeau, pour vrai. Puis en plus, c'est de la bière de qualité. On les remerciera jamais assez d'être partenaires avec nous autres, sérieusement, là.
check de mon bar ce que j'ouvre, Kev, aussi. Oh, hey! C'était même pas prévu au programme, là. Mais je veux souligner, toi, tu as une grosse canette, mais Ouais. la Gabière brasse aussi dans les plus petites canettes, comme ma blonde, elle aime ça, parce que ça lui prend du temps, boire une grosse canette. Avec la petite canette, c'est parfait pour elle. Une IPA désalcoolisée, parce que c'est important de le mentionner. Eux autres font la bière avec alcool. Ensuite, pour la sans-alcool, ils enlèvent l'alcool de dedans, ce qui fait en sorte que c'est la meilleure bière sans alcool sur le marché, selon moi. Oui, puis une chance que sans alcool, parce que tu me ferais passer pour un gros alcoolique un matin, là. Kev a la grosse canette, moi j'ai la petite canette. Bref, passons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, ben, c'est notre invité, hein, Kev, puis Oui, on avait hâte oui. de le recevoir. Tu l'as gentiment contacté, Oui. mais on est authentique, Kev, depuis qu'on a ouvert les meneurs, depuis qu'on a lancé les meneurs, on est authentique, il faut que je dise quelque chose. Chou. T'étais pas game de l'appeler. Moi, je suis pas un grand appeleur dans la vie. J'aime mieux texter. Puis là, tu m'as tellement poussé à comme, hey, appelle-les. Non, je l'appellerai pas. Puis c'est ça, Luc a une certaine prestance. Là, je l'ai dit, il nous attend en studio, mais je trouve qu'il y a une prestance. Je trouvais ça à la limite intimidant. Surtout que je le connaissais pas. Puis ça, fait que finalement, tu as pris les devants. C'est toi qui as parlé au téléphone pour commencer. Puis un matin, quand Luc, il y avait un empêchement, finalement, il est arrivé plus tard. Mais finalement, j'ai décidé de l'appeler, mais je suis comme brisé à la glace. Fait qu'on dirait que ça va me faire cheminer là-dedans de comme Chris. Au final, là, c'est moi, c'est mes barrières à moi qui m'empêchaient de faire cet appel. Ben, excellent. On brise les barrières, puis on rentre Luc Brodeur Jourdain avec nous autres, Kev. Salut, Luc! Bonjour, messieurs. Comment ça va? Ça va bien, soit dit en passant, Kev. Ma famille, ma femme, mes enfants, mon père, ma mère pourraient te le confirmer. Selon tout le monde, je suis une des personnes les plus difficiles à rejoindre. Je suis tellement un gars déconnecté, par rapport, je suis quelqu'un qui a un intérêt envers la technologie. Mais j'y suis pas attaché. Puis, dans le cas du téléphone cellulaire, oui, ça l'a apporté beaucoup pour l'hyperconnectivité, puis de s'assurer qu'on puisse tous se rejoindre en tout temps. Mais de mon côté, je vois encore le cellulaire comme étant le téléphone maison. Tu sais, le fameux téléphone maison, quand on était jeune, là, si tu appelais ton ami 22 fois dans la journée puis ça répondait pas, c'est parce qu'il était pas là. Ou il était pas disponible. Ou ses parents avaient mis le téléphone à off. Puis, tu sais, c'est comme bizarre, ma relation avec ça, c'est bien touché, puis ça fâche bien gros mes parents, plus particulièrement. Ben, honnêtement, je pense que c'est la bonne approche. On est tellement attaché à notre téléphone, c'est maladif. Fait que je pense que c'est la bonne approche, Luc. J'aimerais ça être comme ça. Au vrai, j'aimerais ça être de même. On dirait que j'ai tout le temps gardé cette dynamique-là. Tu sais, je le vois quasiment comme si c'était une pagette, puis j'avais pas de cabine téléphonique pour retourner l'appel. Fait que je sais que quelqu'un essaie de me rejoindre. Je vais pouvoir retourner l'appel bientôt. Wow, ben c'est parfait. Ça, sérieusement, c'est une belle façon de vivre. Puis ça doit être moins anxiogène. Ou si tu veux pas de tout le temps te faire c'est vrai, il faut que je check mon téléphone. Fait que non, je pense que c'est pour être à la bonne approche. Ouais, puis ça te permet de rester connecté sur ce que tu vis réellement au moment où est-ce que t'es, où est-ce que tes pieds sont. Si tu es disponible pour tout le monde en même temps que tu fais quelque chose, ce qui me fait penser de mettre mon téléphone en Do Not Disturb. De toute façon, tu répondras pas, c'est pas grave. Exactement. Mais juste pour pas que ça pop pendant la discussion. Et voilà, c'est fait. Pas de problème. Jeff! Ben, tu sais, on reste intimidé quand on reçoit l'un des plus grands alouettes. Hein, pour moi, c'est l'un des grands joueurs de ligne offensive québécois qu'on a vu. Puis un gars qui a 3 coupes Vanier, qui a 3 coupes Grey, incluant une comme entraîneur. Puis, moi, la chose que j'ai retenue dans sa carrière, parce que je suis un gars de leadership, le trophée Jake Goddard en 2017. Hein, Luc, un trophée qui est remis à une personne qui a été engagée dans la communauté, qui est un bon leader pour ses coéquipiers et tout ça. Moi, ça m'a marqué. Puis je veux que tu nous parles un peu de ce moment-là quand tu as reçu le trophée, comment tu t'es senti? Ben pour moi, ça a été un moment marquant parce que en tant que tel, habituellement, tu sais, bon, si on met les choses en perspective, j'ai quand même eu la chance, l'opportunité d'évoluer dans un contexte où j'étais à la maison. Tu sais, je faisais partie de ma communauté. Tu sais, j'ai eu la chance
d'avoir un profil d'athlète professionnel ou un cheminement même du volet amateur, où est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui a émergé de l'avancée du football Québec, football français, francophone, puis qui a été un jour disponible au repêchage, puis qui a été repêché par l'organisation qui occupait ma province et où j'ai fait ma carrière au complet. Donc, je n'ai pas eu à vivre dans mon processus un exil. En tant que joueur de ligne à l'attaque aussi, lorsque tu penses en soi à la position, ce n'est pas une position dans laquelle il y a des statistiques avancées encore aujourd'hui, peut-être avec des plateformes comme Pro Football Focus, PFF. Tu es capable d'avoir des statistiques maintenant qui sont bâties sur les joueurs de ligne à l'attaque, mais à l'époque, là, ça n'existait pas. Donc, c'est quand même difficile de se faire, si on veut, connaître ou de devenir un joueur populaire habituellement quand tu es un joueur de ligne à l'attaque. Puis d'avoir une reconnaissance comme ça qui vient après pratiquement une dizaine d'années dans la Ligue. Puis je revenais également d'une blessure que j'avais eue en 2015. Une blessure quand même assez majeure, à un âge avancé. Donc, en 2017, de retrouver un poste de partant tout au long de la saison, même si ça avait été une saison extrêmement difficile pour l'organisation, de pouvoir refouler le terrain, puis de jouer, de retrouver le sentiment d'être un enfant sur le terrain, puis que ça vienne toucher la fibre de nos vétérans, parce que c'est quand même un comité qui sélectionne après des candidatures qui sont distribués par les organisations de la Ligue, le CV, si on veut, du joueur. Ce sont un groupe de vétérans de guerre qui sélectionnent qui sera le récipiendaire du trophée Jake Goddard. Donc, dans mon cas, ça avait été tout un honneur. Puis, je trouvais aussi que ça avait une saveur particulière pour moi parce que cette année-là, à la Coupe Grey, se retrouvaient les Argonauts de Toronto contre, si je ne m'abuse, c'était les Stampeders de Calgary. Puis, c'était Mark Trestman qui était à la barre des Argonauts de Toronto. C'est vrai. Il y avait S.J. Green qui jouait pour les Argos aussi. Jim Pop qui était le directeur général. Donc, je voyais en les Argonauts de Toronto quasiment un Alouette 2.0 en termes de constitution d'équipe. Donc, même à la réception du trophée, je me rappelle, j'étais la rangée juste en arrière de Tress. Puis, de voir ces visages qui m'étaient familiers, qui étaient là à mes débuts, qui m'ont donné mes premières chances dans cette ligue. Je me souviens notamment de Andy Bischoff qui m'avait dit, tu te rappelles-tu quand je t'avais dit que tu jouerais 10 ans dans cette ligue-là? Puis, j'étais dans mon année recrue ou ma deuxième année, peut-être, quand il m'avait dit ça. Puis j'ai dit, je me rappelle, j'avais répondu, t'es-tu malade? Je pense qu'à 30 ans, je vais avoir fini. Finalement, j'ai accroché le tampon à 37. C'est très bon. Hein? Surtout dans un poste aussi physique que la ligne offensive. Tu es tout le temps en contact avec des joueurs. Là, ça doit être tough sur le corps. Veux pas. Tu parlais de blessures tantôt. Tu as parlé d'une blessure majeure. T'en as-tu eu plusieurs comme ça? Ça a été quoi, ces blessures-là? J'ai eu globalement une carrière qui a été, je vais la qualifier de bonne avec moi, avec mon corps. J'en suis ressorti avec moi ce que je considère une blessure majeure en 2015 lorsqu'on jouait l'avant-dernier match de la saison régulière contre les Eskimos d'Edmonton à l'époque, les Elks maintenant. Ouais. Donc, on jouait cette rencontre, je pense que c'était le 1er novembre 2015, si je me souviens bien de la date. Puis au troisième quart, Terrell Sutton court hors l'aile, puis bat, si on veut, le contain player en anglais, mais le joueur qui contient le jeu au sol à l'extérieur. Donc, il y a une brèche qui se fait à l'extérieur. Je monte au deuxième niveau, je bloque mon linebacker, puis par la suite, j'arrive à continuer à courir, puis j'arrive pour effectuer un autre bloc, puis Terrell avait changé de direction, s'était fait rabattre. Les deux joueurs sont tombés directement sur mon genou que je venais de planter au sol. Fait que ça a déchiré mon croisant antérieur, mon collatéral interne, l'effondrement de la patte doigt, ménisque. Donc, une bonne petite blessure. Puis, je me souviens, je ne sais pas si on pouvait en parler du soir plus tard, mais je me souviens de rentrer
à la chambre des joueurs, avec le docteur, puis on inspecte le genou, puis tout. Puis dans ma tête, je voulais finir la rencontre, je voulais terminer le match parce que je me disais, c'est mon dernier. J'avais 32 ans. Quand tu subis une blessure dans un contexte de football professionnel, avec surtout dans la Ligue canadienne, où il n'y a pas vraiment de portion garantie contractuelle, puis tu as 32 ans, tu n'es plus un joueur sur lequel on devrait investir beaucoup de temps. Fait que je me disais, c'est sûrement mon dernier match avec l'organisation, puis probablement à la fin de ma carrière. Donc, j'ai été terminer la rencontre. Je pense que j'ai manqué 6 jeux ou 7 jeux, puis j'ai terminé la rencontre sur une patte, mais je voulais la finir. Tabarouette, avec un genou aussi anéanti, c'est... Ouais. Comment t'as fait? T'étais sur l'adrénaline? C'est quoi que c'est? C'est le mindset, la tête était comme non, si je veux le finir, ce game-là. C'était vraiment juste du mindset parce qu'il n'y avait pas, juste au cas que ce soit peut-être quelque chose qui pourrait passer dans l'esprit. C'était pas par voie de médication, c'était pas dans une voie de geler quoi que ce soit. Ça a juste été sur ce qui se passait entre les deux oreilles, puis de dire je vais terminer ce que j'ai commencé aujourd'hui, puis on verra demain. Un gros mental, Luc. Puis vu qu'on est au sujet des blessures, je pense que tu n'as pas fait beaucoup de commotion dans ta carrière. Tu as été chanceux parce que, tu sais, on le voit au football, la maladie de ETC, beaucoup de joueurs sont affectés par ça et tout ça. Fait que tu dois te compter chanceux de ne pas avoir subi de commotion. J'en ai eu dans mes débuts au football parce que j'ai quand même commencé à jouer au football à ma 2e année de cégep. Donc, au niveau des connaissances pratiques, techniques, de la position, puis aussi l'information qui était véhiculée à l'époque. À l'époque, tu sais, le changement de philosophie, ce sujet est abordé fréquemment depuis principalement... quand Hollywood s'en est mêlé avec le film Promotion, ça a donné un peu un coup de pouce à changer une certaine mentalité qu'il y avait au football quant à la pratique de ce sport-là, puis à le développer vers autre chose, parce que ce qui était véhiculé comme information, contenu visuel, puis contenu popularité, c'était d'arracher des têtes sur un terrain. Là. C'était ça, la Ligue, la NFL, la CFL, toutes les ligues professionnelles de football. Donc, qu'est-ce qui était, si on veut, au top de produits offerts à la population? Ben, c'était des performances défensives où est-ce que les joueurs, il y avait des contacts violents, casse à casque, puis c'était la façon de jouer au football, puis ça a été comme ça pendant... bien des années. Et suite à cette exposition de films, puis de recherches universitaires qui ont été faites sur le sujet, bien, ça a amené à changer les mentalités, puis emmener le sport ailleurs, puis même au niveau des organisations, pour un placement de produit, un corps arrière qui aurait pu avoir une très, très belle carrière, qui se faisait cogner à l'époque, puis je pourrais prendre Troy Aikman à titre d'exemple, qui vouait une belle et grande carrière, mais qui n'est plus en mesure d'effectuer le travail parce que sa tête, il fait mal tout le temps. Ben, si tu veux protéger ton produit puis vendre ton produit pendant plusieurs années, ça passe au travers, en quelque sorte, la conservation des athlètes sur le terrain pour conserver la qualité du produit offert. Donc, ça a pris une dynamique, une perspective dans le bon sens. Maintenant, à partir du moment où, je dirais, où est-ce que j'ai découvert le football puis que j'ai amélioré ma culture football, j'ai compris que pour jouer physique, tu n'as pas besoin de donner de coup de casque. Puis le coup de casque, plus souvent qu'autrement, surtout en tant que joueur de ligne, lorsque tu utilises beaucoup ta tête, tu te retrouves plus souvent qu'autrement en mauvaise position. Parce que ça veut dire que ton momentum t'emmène vers l'avant. On est des bloqueurs, on n'est pas des plaqueurs. Donc, pour nous, le levier qu'on se donne sur l'adversaire, le positionnement de notre tête, le positionnement des hanches, l'endroit où tu places tes mains, les techniques que tu vas utiliser sont lues par ton porteur de ballon. Tu veux donner le meilleur signal pour frapper le bon trou, que le travail soit fait en cohésion offensive globale et non pas juste je vais essayer de frapper le gars devant moi le plus fort possible. Donc, à partir du moment où est-ce que tu améliores ta culture football, que tu connais de plus en plus les X, les O, tu comprends à quel point tout est interrelié, tout est connecté pour la production globale d'un jeu, ben, tu comprends qu'un coup de tête, ça ne sert à rien. Là.
Ouais, puis tu as commencé, on a parlé un peu de tes débuts au cégep. Tu as commencé avec les géants, puis tu savais pas jouer pantoute, là, je pense, hein? Absolument, je connaissais absolument rien du football, autre que une petite célébration quelque part en février pour manger des wings puis regarder un show de la mi-temps. Ça, c'est pas mal tout le monde. Là. Comment dire, même tout le monde écoute le Super Bowl, même les personnes qui ne regardent pas le football. Là, c'est fascinant, c'est un rassemblement là, universel. J'étais pas différent de tous ces gens-là il y a, je dis, quelques années. Là. Il y a 26 ans maintenant. Puis pourquoi tu as pogné la piqûre? Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, moi, dans mon profil personnel, j'étais beaucoup plus. J'étais quelqu'un qui était plus axé vers le milieu artistique. J'aimais beaucoup la musique. Puis j'en pratiquais. Je pratiquais différents instruments. Puis j'étais très autodidacte dans mon approche. Okay. J'ai jamais pris de cours de musique en soi ou quoi que ce soit. Je prenais un instrument, puis j'y allais carrément d'un singe qui apprend à utiliser un outil. Là. Puis si ça sonnait bien, j'essayais de faire une conciliation avec une autre note, puis à un moment donné, je faisais ma toune. Ça fait que j'aimais cet aspect-là. Fait que le sport en tant que tel n'était pas nécessairement ma tasse de thé. Puis aussi, avec mon gabarit, je pense en secondaire 1, je pesais déjà 200 livres. Puis à la fin de mon secondaire, j'étais peut-être dans les autres 270 livres. Là, puis je m'entraînais pas, mais je travaillais très, très. Mon travail était physique. Là, on était dans une entreprise familiale où est-ce que c'était des meubles d'antiquité, puis on achetait également des ménages de maison. Donc, je passais mon enfance à déménager des vieilles laveuses qui mettaient du béton dans la base de la laveuse pour pas qu'elle bouge, puis déménager des pianos, puis des gros meubles en chaîne, puis des enclumes, charrier des enclumes. Fait que, on travaillait très physiquement à la maison, puis c'est ce que je dirais qui avait maintenu, admettons, en quelque sorte, dans mon cas, une condition physique ou une force qui était au rendez-vous. Mais des sports en général, tu me demandais de jouer au hockey. J'étais plus gros que tout le monde. Puis, ton profil athlétique, plus ton centre de gravité est bas, plus tu es habile sur tes patins, meilleur tu es dans tes changements de direction. On arrivait au basketball. J'ai tout le temps été nul pour shooter au basket. En défensive, je jouais bien le jeu de hanche pour suivre mon adversaire, mais je n'étais pas un dribbleur, puis je sautais pas haut. Donc, je voyais pas. Le baseball, j'ai bien apprécié quand j'étais jeune, mais je n'avais pas encore trouvé nécessairement ce fameux sport. Puis à l'école secondaire à laquelle j'allais à l'époque, la Polyvalente Hyacinthe-Delorme, il n'y avait pas de football. Le programme est né par la suite. Mais à la fin de mon secondaire, je faisais mon magasinage de cégep, puis je m'étais inscrit en électronique à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que je voulais savoir comment fonctionnait un ampli, comment on amplifiait le son, d'où ça provenait, comment faire les arrangements de lumière, automatiser les choses, d'utiliser vraiment un deck en électronique qui me permettait de comprendre comment ça marche en arrière de la console. Comment c'est filé, comment tu fais ces équipements-là. Puis, j'ai fait ma première année de cégep en 2001. Puis, dans les cours en commun, comme français, anglais, philosophie, tous ces cours-là, je rencontrais des joueurs de foot qui jouaient pour les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'époque, les Géants étaient dans le 3A. Maintenant, c'est Division 1, Division 2, Division 2 fort. En tout cas, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne maintenant, mais il était dans le 3A, puis ça faisait 1 an qu'il était dans cette division-là. Puis c'était très difficile au niveau du recrutement. Le bassin de joueurs était limité, puis il y avait un gros bonhomme de 6 pieds 3, 300 livres qui marchait dans les corridors dans l'école, qui avait de l'air d'avoir une bonne shape. Fait que, on m'a invité à aller dans des entraînements en gymnase durant l'hiver, puis d'en revenir spécifiquement à la question, ce qui m'a fait mordre à pleines dents dans ce sport-là, c'est que je crois qu'en vieillissant, graduellement dans ta vie, tu oublies de jouer. Tu oublies c'est quoi d'avoir un cœur d'enfant, puis de te tirailler, puis de... Tu sais, ça va peut-être revenir un peu quand tu vas avoir tes enfants, mais à un moment donné, si tu en as 2, ils vont se battre, puis tu vas les séparer. Oui, effectivement. mais
on dirait que graduellement, en vieillissant, tu t'oublies un peu c'est quoi jouer puis avoir du fun. Parce que la vie est faite comme suit. Tu passes d'une responsabilité à l'autre, puis plus tu avances, ben, plus les responsabilités s'accumulent. Donc, j'ai été faire cette pratique-là, puis là, en premier, on m'avait essayé comme D-line parce que je savais même pas le nom des positions. Fait que tu joues, tu te pointes là, ils te demandent tu joues quelle position, puis moi, je disais, à part carrière, j'en connais aucune. Fait qu'on va te mettre ça à D-line. Je m'en vais D-line, puis là, on m'explique c'est quoi se mettre en 3 points d'appui. Se mettre en 3 points d'appui, mettre ton pouce, ta main en avant, puis, tu sais, d'être prêt à te propulser vers l'avant. Tu veux te rendre au sac qui est en arrière du joueur devant toi, qui est un joueur de ligne à l'attaque. Puis là, tu fais OK, je peux pas juste rentrer dans le milieu, je peux bien juste jouer la moitié du corps. Ça va être plus facile d'y tourner les hanches pour passer en arrière. Tu sais, on dirait que les concepts de base sont assez intuitifs, mais la position ne l'est pas. Tu sais, il y avait quelque chose de graduel là-dedans. Puis finalement, ben, j'ai fait partie de l'équipe. Puis à ma première année, on me faisait jouer quelques rotations en défensive. J'avais joué contre Lennoxville. Si je ne m'abuse, je ne me souviens pas de l'autre équipe. Mais bref, j'avais commencé à jouer sur la ligne attaque. Puis je pense au deuxième match de la saison, on a un joueur de ligne à l'attaque qui avait eu une déchirure ligamentaire au genou. Puis là, on manquait de profondeur sur la ligne à l'attaque. Donc, en étant le plus jeune joueur ou le moins expérimenté, on me plaçait du côté de la ligne à l'attaque. Puis là, ça a été d'apprendre quelque chose de totalement nouveau. Là. Le travail un peu plus en équipe, générer des combinaisons de blocs. Puis, la position de ligne à l'attaque est une position dans laquelle il n'y a rien de naturel. Tu t'es pas levé un matin en te disant « OK, je vais me baisser, je vais me mettre en genre de petit bonhomme, pas de poids sur ma main, tout dans mes fessiers, dans mes quads. » Puis après ça, je vais juste faire des mini-pas de 4 pouces de largeur pour couvrir quelqu'un qui est nettement plus athlétique que moi pour lui empêcher d'avoir l'angle de se rendre au gars en arrière de moi. Ouais. Ou je vais foncer dedans, on va se connecter hanche en hanche avec mon coéquipier, on va le driver, puis on s'en va jusqu'au prochain, au secondaire. On crée des combinaisons, mais il faut aussi que j'aille mes yeux pour aider mon plaqueur offensif. Fait que, tu sais, c'est un gros processus, puis j'ai été chanceux et privilégié durant mon apprentissage, surtout ma première saison, d'avoir un entraîneur comme Michel Choquette avec les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait déjà à l'époque énormément d'expérience dans le domaine du football au Québec pour gérer une ligne à l'attaque et qui est encore impliqué, si je ne m'abuse, avec les Oursons au secondaire. Je pense qu'il est rendu coach de D-line maintenant, coach Mike. Qui est à la retraite depuis bien des années, mais qui continue à s'impliquer dans le football, dans notre jeunesse, dans le football au Québec. Donc, c'est un gars qui en a mangé du foot, puis qui en a enseigné pendant bien des années après avoir terminé sa carrière universitaire lui-même. Puis c'est par la suite que t'as-tu eu des offres parce que tu as joué à l'Université Laval? C'est comment ça s'est passé? Est-ce que c'est ça? T'as-tu eu des recruteurs qui t'ont recruté? Puis c'est ça, comment ça s'est passé, ce processus-là? Quand tu dis que des fois, tu n'as peut-être juste pas trouvé ta place dans le monde, mais à un moment donné, tu essayes des choses puis tu vas la trouver. En essayant cette première saison avec les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai été, après ma première année, excuse-moi, c'était-tu ma première? Non, après ma deuxième année. Donc, c'est ma deuxième année que je joue au football à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, je m'en vais essayer un camp qui s'appelle le MU20. Coach Mike m'envoie là. Il m'avait envoyé aussi à un camp d'un monsieur qui s'appelait Ron Dias dans le temps, qui ouvrait des portes vers des bourses pour des collèges américains. Donc, je m'en vais faire ces camps-là où est-ce qu'on te fait faire des tests physiques et on t'apprend un petit mini playbook, puis tu sais, des 12 contre 12 qui se faisaient à l'époque. Puis, je fais ce camp de MU20 là, sélection. Puis finalement, on me dit que je fais partie des 30 meilleurs joueurs au Québec. Après 2 ans. Tu reçois des 30 meilleurs espoirs au Québec. Fait que tu reçois déjà une petite mini-bourse là-dessus. C'est le fun, une petite tape dans le dos. Ça fait du bien. Ensuite, il y a un autre camp de sélection, mais là, c'est pan-canadien. Donc, tu fais le prochain camp de sélection. Puis à l'époque, c'était sponsorisé par la NFL. Donc, ils appelaient ça le Global Junior Championship. Donc, on a fait un Team Canada.
puis de moins de 20 ans. Puis on allait jouer contre les États-Unis, l'Europe, le Japon, le Mexique, dans la même ville où se disputait le Super Bowl. Donc, dans mes années, c'était à San Diego, où est-ce que les Buccaneers de Tampa Bay l'avaient emporté sur les Raiders d'Oakland à l'époque. Ce qui était vraiment drôle parce que Mark Trestman était l'entraîneur de Rich Gannon. Entraîneur des Carrés. Comment le monde est petit. Ben oui, vous êtes suivis partout. Exact. Donc, on s'en va là-bas, on fait le camp de sélection. Puis j'ai été sélectionné dans l'équipe pour représenter le pays et aller disputer ces games-là aux États-Unis contre les différentes équipes internationales. Puis on avait perdu en surtemps contre les États-Unis. Donc, ça avait été une très, très, très belle expérience. Puis, la vaste majorité des entraîneurs qui étaient présents au sein de Team Canada, c'était des entraîneurs universitaires canadiens. Puis, je dirais même la quasi-totalité des entraîneurs chefs étaient au camp de sélection, juste pour créer un lien, commencer, si on veut, du recrutement. Puis, c'est ce qui m'a ouvert vraiment beaucoup de portes pour les visites universitaires parce qu'à l'origine, je ne pensais même pas aller à l'université. Tu sais, je faisais mon deck en électronique, puis à la fin de mon deck en électronique, je me disais, bon, les avenues possibles, peut-être faire de l'ingénierie, puis aller à l'ETS. Mais à partir du moment où j'ai goûté au football, puis j'ai vu qu'il y avait peut-être une porte d'ouverture vers un palier supérieur, ben là, je me suis dit, OK, ben, je vais commencer à regarder les universités. Puis le processus, encore une fois, ça revient à une de mes faiblesses. Glenn Constantin, encore aujourd'hui, dit que j'ai été une des personnes les plus difficiles à recruter pour aller à l'Université Laval. Dans le sens où est-ce qu'il appelait, puis je ne rappelais pas. Même 20 ans en arrière, c'est de même. Là. Non, ouais. Et ma mère, elle me disait, elle aussi, elle disait, je parlais avec M. Constantin, puis elle dit, moi, je ne savais pas à qui je parlais, j'avais aucune idée comment ça marchait. Puis moi, je vivais même pas chez mes parents, j'étais en appartement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, elle disait, Luc, il n'est pas ici, arrêtez d'appeler. C'est bon, c'est bon. Mais ça avait été un processus très intéressant, puis très conflictuel aussi pour moi au niveau intérieur, parce que je ne suis pas une personne qui aime beaucoup dire non, tu sais, puis ou de décevoir. Puis le processus du recrutement pour les entraîneurs, que ce soit dans tout ce qui est au football universitaire, même collégial, je leur lève tellement mon chapeau parce que quel sera le taux de succès que tu as en rapport au recrutement? En tant qu'entraîneur-chef, tu vas peut-être parler à 400 jeunes dans ton année qui ne sont pas dans ton programme, 300 jeunes, tu vas prendre le temps de parler quand tu vas dans des pratiques, connaître, tu sais, puis il y en a combien qui vont venir dans ton organisation? Il y en a combien qui vont s'en venir dans ton cégep ou dans ton université? Mm-hmm. Donc, le pourcentage de réussite, je serais vraiment intrigué de savoir c'est quoi un pourcentage de succès comme vraiment atypique, positif, puis c'est quel pourcentage conventionnel. Puis évidemment, quand une organisation a énormément de succès, j'imagine que naturellement, ou plus de budget, plus de foule, peu importe, c'est naturel que ça devrait être un peu plus haut, mais il reste quand même que quand tu es un jeune qui est recruté au niveau amateur, premièrement, si tu ne l'as jamais vécu, ben, tu vas peut-être parler à une vingtaine de coachs, puis il y en a juste un qui va être content à la fin. 19 autres que tu vas maintenir des relations, si tu as bien fait les choses, des relations extrêmement positives, puis les gars vont être contents de te voir continuer à émerger, continuer à gravir les échelons, puis à aller atteindre le sommet de ton potentiel athlétique, parce que c'est tous des hommes de cœur, des personnes qui sont investies prioritairement dans le football au Québec, puis au Canada, ou dans peu importe leur conférence aux États-Unis, mais ils croient en les vertus de ce sport-là, puis ce que ça peut apporter dans la dynamique d'un jeune homme, ou dans la vie d'un jeune homme. Mm-hmm. Mais c'est de vivre énormément d'échecs. Là. Puis en tant que jeune, ben, c'est déchirant de vivre ça. Heureusement, moi, je considère ça, c'est une portion qui m'a rendu quand même heureux. Je l'ai vécu juste une fois. J'ai choisi l'Université Laval. Ça avait été une des dernières universités que j'avais été visiter.
j'avais pris le temps de vraiment, là, je me suis promené, là, j'avais été à Regina, j'avais été faire une visite les Rams de Regina, j'avais été à BC, j'avais été à Calgary, McMaster, j'ai fait toutes celles du Québec. Donc, moi, c'était la première fois que j'étais mis dans cette situation-là. Puis je voulais m'assurer, étant donné que je n'avais pas vraiment de connaissance du palier supérieur, tu sais, de ce que c'était d'aller à l'université, puis de continuer ce cheminement-là. Ben, je me disais, je vais me faire une tête, puis je vais prendre le temps de visiter chacune d'entre elles, puis à la fin, je prendrai la décision qui me rejoint le plus. Puis, tu sais, des fois, chacun va avoir sa liste de priorités, tu sais, les choses qui sont importantes pour moi. Puis, tu sais, moi, à Saint-Jean, 3 ans, ça a été 2 victoires, 28 défaites. On a tout le temps, tu sais, comme en introduction, on parlait du nombre de coupes Vanier, puis tu sais, du succès professionnel. Mais à Saint-Jean, l'école du football, ce que ça m'a appris à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le concept de l'école de la vie ou du football, tu sais, c'est que dans un sport d'équipe, même dans un sport individuel, pour plusieurs facteurs que tu ne contrôles pas, tu n'as pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe à la fin, tu sais, sur le tableau indicateur. Tout ce que tu veux, c'est d'avoir été quelqu'un qui va avoir favorisé que ce soit à son meilleur. Mm-hmm. Tu sais, tu vas être un élément qui est positif, puis un élément qui fait en sorte que ben, ça a été soit moins pire que ça aurait dû être, ou ça a été aussi excellent que ça pouvait être. Tu sais, fait que tu restes tout le temps dans une dynamique de dire, bon, ben je ne contrôlerai jamais le scoreboard. Là. Tu sais, puis, en tant que joueur de ligne à l'attaque, je ne toucherai même pas au ballon. Tu sais, quand tu es garde, là, tu vas jouer au football j'ai joué pendant 8 ans au football sans toucher au ballon une fois. Tu sais. Fait que, tu sais, ça fait que tu te dis pas, OK, je vais marquer un touché ou je vais faire un jeu exceptionnel. Tu n'es pas dans cette position-là pour ton équipe. Mais par contre, ce que tu arrives à accomplir sur le terrain, ben, ça peut permettre de justement à d'autres personnes de vivre ces succès-là. Puis de favoriser la victoire de ton équipe. Fait que, c'est ce que ça m'avait appris à Saint-Jean. C'est que ma game, moi, même si c'était 52-10 pour l'autre équipe, mon dernier match, je pense que ça avait fini 74-6 contre le Vieux-Montréal, mon dernier match avec Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis même si c'était 74-6 au 4e quart, ben moi, je finissais mon bloc, puis j'allais au maximum de ce que je pouvais faire, puis je continuais à donner mon maximum. Puis le scoreboard, autant s'il était en ma faveur à l'Université Laval qu'il n'était pas en ma faveur à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça ne changeait pas ma game. Ça ne changeait pas ma façon d'évoluer puis de travailler sur le terrain. Puis ça a été, ça m'a suivi toute ma carrière, en fait, là, jusqu'à mes derniers 1000 comme joueur, puis même comme entraîneur. En fait, on contrôle ce qu'on peut contrôler, puis ton éthique de travail était irréprochable. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que ça te mettait sur le spotlight, puis c'est sûr que tu te donnes des opportunités. C'est tout à ton honneur. Jeff? On parle de processus, puis tout ça depuis tantôt. Moi, je veux m'en aller directement là. Tu as été drafté au 48e rang par les Alouettes de Montréal. Donc, tu es le dernier drafté. Oui. Tu te sens comment? Tu dis-tu que Chris, j'aurais pu être plus haut ou tu es vraiment fier d'avoir été sélectionné par les Alouettes de Montréal, l'équipe de chez vous? Ben, tu vois, ça, le repêchage, c'est un autre processus qui est très, très intéressant. C'est que ton avenue vers le rang professionnel va avoir été, comment dire, déterminé par tes choix à toi. Le moment du repêchage, s'il y a quelque chose que tu n'as absolument aucun contrôle, c'est de savoir si tu vas avoir premièrement l'opportunité d'être un joueur professionnel ou d'avoir une opportunité de démontrer ton savoir-faire pour te rendre au rang professionnel. Donc, est-ce que tu vas être sélectionné? Est-ce que tu vas être signé comme joueur n'ayant pas été repêché? Donc, tu n'es pas en contrôle nécessairement du type d'opportunité que tu vas recevoir de la part des rangs professionnels. Moi, le critère numéro 1 que j'avais dans ma tête, c'était de jouer chez nous. Je voulais jouer chez nous. Fait que le rang dans lequel... Est-ce que j'aurais aimé ça, être sélectionné en première ronde par les Alouettes? Oui. Est-ce que j'aurais aimé ça, être sélectionné en première ronde par Saskatchewan? J'aurais été flatté, mais j'aurais pas été où je voulais être.
Donc, pour moi, les astres se sont alignés en étant sélectionnés par les Alouettes de Montréal. Le rang en tant que tel, après ça, c'est juste automatiquement qu'en étant un dernier choix au repêchage, théoriquement, les odds sont déjà contre toi. Tu sais, d'avoir un succès professionnel, tu ne pars pas avec les plus grosses odds sur la planète parce que, ultimement, tu sais que au niveau professionnel en tant que tel, que ce soit la NFL ou peu importe la ligue en tant que telle, quand vient le moment du repêchage, là, c'est une équipe de travail qui est en arrière de ça. C'est un directeur général, c'est des recruteurs, c'est des contacts à droite et à gauche, c'est des discussions, des débats dans des salles pour finalement se faire un planning organisationnel de qui on va aller sélectionner s'il est disponible à ce moment précis. Tu sais, c'est qui qu'on va aller drafter. Puis, il y a des grosses discussions là-dessus. Quand tu arrives à la 7e ronde, d'habitude, c'est plus, dans le cadre de la NFL, nous autres, à l'époque, c'était la 6e ronde. Quand tu arrives dans ces derniers choix au repêchage, c'est comme, OK, on va l'essayer. Dans mon cas, j'ai jamais su si c'était vraiment parce qu'on pensait que j'avais le talent pour jouer ou si c'était juste pour avoir un nom québécois dans le draft, pas se faire taper ses doigts au niveau médiatique. J'en ai aucune idée. Mais je peux te dire que la portion que moi, je contrôlais, ça, c'est celle-là, je l'ai pris en main, dans le sens où, peut-être pas mon premier camp. Mon premier camp, je suis arrivé là, puis c'était comme juste d'apprendre comment ça fonctionnait. Mais mon deuxième camp d'entraînement, étant donné que tu n'as plus le filet de sûreté de retourner au niveau universitaire, puis de profiter de cette expérience-là, parce que tu ne fais pas partie du compte de joueurs qui participent au camp d'entraînement. Donc, tu es protégé pour ton premier camp d'entraînement, des coupures, là, jusqu'à la fin du camp d'entraînement. Donc, tu peux profiter de l'expérience complète. Mais à ton deuxième camp d'entraînement, tu comptes comme un joueur qui peut être retranché à n'importe quel moment. Ma première approche au premier camp d'entraînement, c'était de dire, je vais essayer de me démarquer par mon effort, puis montrer que je suis parce que en tant que joueur de ligne offensive, en plus, une de mes forces, je pense, c'est que j'ai toujours apprécié courir. Courir les gros bonhommes. C'était pas juste de faire mon bloc, mais c'était d'aller au deuxième niveau, troisième niveau, d'être un des premiers rendus dans la zone des buts pour célébrer avec celui qui avait marqué le toucher, un des premiers à ramasser mon partner, puis le remonter de bout, puis retourner au caucus. D'être toujours là, de savoir que une des premières faces que tu vas voir, c'est la mienne. C'est un de mes coéquipiers. C'est qui va venir te chercher. Fait que, je me disais, ça, je peux me débarquer déjà avec mon effort soutenu, puis de le démontrer que je suis capable de le faire durant tout un camp d'entraînement. Il faut que tu te fasses remarquer pour une raison XY. Tu ne peux pas juste être un parmi tant d'autres. Il faut que tu trouves, OK, c'est quoi mon facteur de différenciation personnelle, puis je vais essayer de le mettre de l'avant tout de suite en partant. Puis, au niveau, Calvillo, il rit encore de moi aujourd'hui, là, parce qu'à l'époque, évidemment, je connaissais la langue anglaise, mais je ne la parlais pas fréquemment. Là. Je viens de Saint-Hyacinthe, on va s'entendre. Là. J'ai 43 ans, puis je me demande si j'ai déjà entendu quelqu'un parler en anglais dans ma ville. Tu t'en vas à l'épicerie ou quoi que ce soit, c'est pas commun de parler l'anglais. Donc, je n'étais pas nécessairement verbomoteur dans cette langue-là. Puis, mon premier camp d'entraînement, si on me disait quelque chose en meeting ou si on me posait une question, ça finissait par « Yes, coach ». J'étais comme un « Yes, coach ». J'étais comme un soldat enregistré. Fait que, tu sais, fait que je pense que ça a marqué un peu parce que Calvillo m'en parle encore aujourd'hui. Fait que ça a dû le marquer, lui, de dire « C'est qui ce gars-là? C'est qui ce robot-là? » Mais bref. Fait que j'ai fait mon premier camp d'entraînement. Puis quand je suis retourné à l'Université Laval, après ce premier camp d'entraînement-là, je me suis dit, OK, il faut que j'améliore ma polyvalence. Donc, j'avais seulement évolué à la position de garde à droite. Je devais pratiquer autre chose. Évidemment, dans le rôle que j'avais au sein de l'attaque, j'étais encore à la position de garde à droite avec le Rouge et Or. Mais il y a eu éventuellement une blessure pour Louis-David Gagné, qui était notre centre avec le Rouge et Or à l'époque. Et lorsqu'il a subi cette blessure, j'ai été muté à la position de centre pour ces quelques rencontres. Fait que je trouvais ça déjà intéressant de démontrer sur film pour l'organisation des Alouettes de Montréal que, Luc a appris à snapper un ballon. On vient d'y ajouter un arc à... je ne sais plus l'expression, je suis en train de faire un péronisme, là, mais on vient une corde à son arc.
On est à 18 heures de son arc. Yes! Oui. Elle est sortie. Puis aussi, durant toute la saison au complet, je me lançais le ballon tous les jours avec Vincent Turgeon, qui était notre plaqueur à droite. On se faisait des passes constamment. Il est parrain de mon fils. On a joué ensemble à Saint-Jean-sur-Richelieu et au Rouge et Or sur la ligne à l'attaque. Donc, on se lançait le ballon à tous les jours. Puis, dès qu'il y avait des opportunités de faire des répétitions quand, admettons, la défensive partante était sur le jeu, puis l'offensive faisait des mises en situation de ce qu'on connaissait de l'équipe adverse en préparation de match, ben j'allais prendre des répétitions, mais comme ailier rapproché, comme centre arrière, comme, tu sais, puis j'essayais de me mettre n'importe où, puis je disais, je veux travailler d'autres choses. Je veux me mettre à la position de plaqueur offensif, travailler contre nos ailiers défensifs qui sont un peu plus rapides que nos plaqueurs défensifs. Tu sais, de me mettre dans des situations d'inconfort. Comme ça, je vais avoir plus d'agrément pour l'organisation lorsque viendra mon prochain camp d'entraînement. Puis, à ce camp d'entraînement-là aussi, je m'étais présenté 3 jours à l'avance, puis je suis allé voir les bandes vidéo de l'année antérieure pour apprendre qui sont nos plaqueurs défensifs avec les Alouettes de Montréal. Quel premier move ils aiment faire? Quel deuxième move ils aiment faire? Qu'est-ce qu'ils aiment comme tendance? Fait que j'ai commencé déjà à faire une préparation au préalable de scouter le personnel pour me dire, je vais avoir de l'information sur toi, toi, tu n'en as pas sur moi. Donc, je pars avec théoriquement un peu plus d'avance. Avantage, ouais. Ben oui. Donc, tu sais, toute l'information qui était accessible à l'époque, j'essayais de l'utiliser, puis de l'utiliser en ma faveur. Puis, tu sais, ça, souvent, c'est des choses qui sont disponibles, tu sais, pour les jeunes aujourd'hui qui sont, qui avec les plateformes qui existent, comme YouTube, n'importe quoi. Souvent, même les jeunes, maintenant, mettent leurs highlights sur Internet. Il y a plein de plateformes, Huddle, des trucs comme ça, où est-ce que tu peux aller consulter les highlights d'un joueur. Pour moi, ça a toujours été de l'information gratuite. Tant mieux si tu veux me la donner. Tu sais, si tu veux me la donner, ben, ça va me permettre de me préparer contre toi, mais toi, tu ne me connais pas. Donc, toi, le temps que tu figures mon puzzle, moi, j'ai déjà placé 4-5 jetons sur toi. Wow! Puis là, c'est ça, tu arrives avec les Alouettes, premier camp. Mais tu sais, pas longtemps après que tu sois arrivé, ça fait déjà un club champion, tu sais. Veux pas, t'es arrivé là, il y avait les Calvillo, Cahoon et compagnie, tu sais. C'est comme, tu sais, t'as vécu du succès très rapidement dans ta carrière professionnelle. Comment t'as vécu ça? C'est quand même nice. T'arrives, puis t'as déjà plein de légendes autour de toi, là. Je l'ai vécu, c'est vraiment spécial à dire ou peut-être à exprimer d'une telle façon, mais à chaque fois que ça s'est produit, c'était à mes 2 premières années, donc 2009 et 2010. Ouais. Je pense que j'étais le 13e joueur de l'histoire à terminer sa carrière universitaire avec une coupe Vanier, puis commencer sa carrière professionnelle avec une coupe Grey. Ouais. Puis j'étais encore, je crois, le seul à avoir eu une coupe Vanier, coupe Grey pour commencer sa carrière. Wow, ben c'est unique, c'est un parcours unique. Je pense que j'étais encore le seul. Mais je le vivais, mais je vais le décrire de la sorte, je le vivais avec une nostalgie déjà en commençant. Parce que j'étais conscient d'où on était en tant qu'organisation avec les Alouettes de Montréal. Je commençais ma carrière dans une position extrêmement privilégiée en étant en cohésion, en équipe, avec un groupe mature de joueurs expérimentés qui étaient dans la performance. Et là, je ne veux pas dire comme à leur pic, vraiment au sommet de leur performance. Quand je pense notamment à un Ben Cahoon. Ben Cahoon, là, je suis arrivé et il avait 39 ans. Il n'était pas au pic de sa carrière, mais tabarouette. Je voyais pourquoi il était là. Je voyais pourquoi il était là et il avait 39 ans. L'éthique de travail au quotidien qui emmenait sur le terrain, il n'y avait aucune différence entre le Ben Cahoon Game Day du Ben Cahoon première pratique de la semaine. C'était la même personne. Une stabilité dans l'effort, dans le désir d'attraper tous les ballons qui lui sont envoyés, une éthique de travail irréprochable, Calvillo constant comme ça n'a pas de sens. Prenait les mêmes décisions en pratique, était là tous les matins à 5 heures du matin en train de regarder les bandes vidéo alors qu'il jouait ou qu'il ne jouait pas. Se pratiquait de la même façon. Pour lui,
le modèle qui s'était établi pour lui-même au fil de sa carrière, c'est ce qui a fait son succès. Fait qu'il le faisait même s'il savait qu'il ne jouait pas. Scott Flory, comme garde à droite, un first ballot Hall of Fame pleinement mérité, un joueur qui a été tellement exceptionnel pour les Alouettes de Montréal. J'avais Brian Chu au centre. Oui. Puis au travers de ça, c'était greffé des Josh Burke, Jeff Parrott, qui était joueur canadien, jeune, peut-être 2 ans de plus, 1 an de plus que moi. Donc, on avait quand même sur la ligne à l'attaque quand même une bonne mixture. Mais sinon, si on regardait le portrait global de l'organisation, on avait des positions avec des vétérans qui avaient énormément d'expérience en arrière de la cravate, mais qui avaient cette éthique de travail-là. Donc, tu arrives, tu les vois, mais tu sais que ça ne durera pas. Ouais. Qu'il va avoir un palier. On savait qu'on avait Mark Trestman, ça allait bien, mais on savait aussi à l'interne que Mark Trestman ne resterait pas pendant 15 ans. On savait qu'on avait un bon propriétaire en Bob Whittenhall, mais Bob Whittenhall, je pense pendant 10 ans, il a eu 70 ans. Tu te dis, les choses vont changer. Il y a quelque chose qui s'en vient, puis tout ce qui monte redescend. Donc, je savais déjà tôt dans ma carrière, OK, on avait une équipe théoriquement qui aurait pu en gagner 3, 4. On en a gagné 2 sur mes 5 années, mes 4 années avec Mark Trestman à la barre. Il a été 5 ans avec les Alouettes. En 2008, c'était mon camp de recrue, mais après ça, 2009, 2010, 2011, 2012, on avait une bonne attaque, puis on performait quand même très, très bien sur le terrain. Mais ultimement, on n'a pas gagné 2011 et 2012. Puis au départ de Trestman, le camp d'après, en 2013, là, j'ai fait OK, là, je comprends, là, on est ailleurs. Là. C'est différent. C'est différent. Il y a eu Calvillo a entamé la saison, on n'a pas pu la terminer. Je pense qu'on avait fait les séries éliminatoires de peine et de misère, si je ne m'abuse. 2014, ça avait été difficile également. On avait fait les séries, encore une fois, de peine et de misère. À l'époque, on pouvait botter le ballon sur un punt. On pouvait l'envoyer hors ligne, puis on continuait à l'envoyer dans les mains de TD Banks, qui nous ramenait ça. Je pense qu'on avait accordé 3 touchés sur une unité spéciale dans cette game-là. On me faisait capoter. Anyways. Mais bref, je savais qu'on était pour vivre un creux. Est-ce que je m'attendais à ce que ça aille aussi loin que d'être détenu par la Ligue pendant un certain temps, de changer du tout au tout, puis que là, ça avait pris une chire ou ça avait tourbillonné dans la mauvaise direction. Mais bien heureusement, à partir de 2019, ça s'est graduellement replacé. Oui, parce que entre le moment où vous avez gagné la Coupe Grey puis mettons le départ de Mark Trestman, il y a eu on va s'entendre, il y a eu des moments sombres pour les Alouettes de Montréal. Là, ça a été difficile. Comment tu as vécu ça pour toi, justement, d'avoir autant de succès, autant universitaire, du niveau professionnel dès le départ? Puis qu'après ça, il y a eu des phases creuses pour les Alouettes. Comment tu as pris ça, toi, personnellement, tout ça? La phrase qui me revenait tout le temps en tête, c'est que s'il y avait une chose que je pouvais contrôler, encore une fois, j'en reviens souvent à ça, puis je veux pas le dire d'une façon comme étant un control freak, mais je me disais juste, la journée que je vais quitter les Alouettes, j'aimerais pas être un rat qui quitte le bateau parce qu'il coule. J'aimerais ça, dans ce que je peux contrôler, je vais essayer de me démontrer tout au long de ma carrière. J'essayais de revenir au camp d'entraînement avec un pic de performance, d'arriver dans une condition exceptionnelle au niveau physique, puis de démontrer que j'avais encore le potentiel de jouer une saison. Puis quand ça en est venu à prendre ma retraite, d'avoir l'opportunité de coacher, je me suis dit, je vais coacher jusqu'à temps que je sente que j'ai accompli ce que je voulais, puis que je suis prêt à passer à autre chose, mais que les choses vont bien. Puis je suis encore une fois privilégié, de dire que c'est de la chance, non, parce que c'est ta préparation qui a rencontré l'opportunité. C'est pas moi qui l'invente, là, mais quand tu es décrit comme étant chanceux, ben, tu t'étais préparé à vivre cette opportunité-là. Donc, je pense que tout l'effort que j'ai mis dans ma préparation en tant que joueur, mais aussi dans ma préparation stratégique, de voir ce qui se faisait, ça m'a emmené à développer les habiletés de pouvoir l'enseigner, de le communiquer, puis d'avoir cette opportunité, de mériter cette opportunité en tant qu'entraîneur. Puis c'est ce qui m'a emmené à pouvoir vivre jusqu'au de voir le lever du soleil, le beau temps revenir,
puis de dire que c'était le temps de prendre ma marche à ce niveau-là après. De dire, OK, on a vécu un Coupe Grey, même si ça ne s'est pas terminé sur une Coupe Grey l'année dernière, on est une équipe, on est une belle organisation, une belle équipe qui s'en va dans la bonne direction. C'est pas nécessairement, encore une fois, contrôlé par la finalité. C'est beaucoup plus sur le feeling du processus. Puis, je voyais quelque chose qui était à flot et en pleine santé. Si vous me permettez, je veux backtracker un petit peu parce que tu as joué avec Anthony Calvillo, puis je pense que tu as encore un lien avec, tu en parlais plus tôt. Premièrement, c'est quel type d'humain, puis c'est quoi ton lien avec lui? La première portion, c'est quel type d'humain? Je pense qu'Anthony est globalement quelqu'un quand même d'introverti. Ça, je pense que c'est pour il a très bien assuré son rôle de carrière. C'est un humain extrêmement responsable. C'est un humain extrêmement préparé. Il peut aller dans n'importe quelle sphère. S'il ne se sent pas confortable, il va aller acquérir le maximum d'informations pour le devenir. Il est constant. C'est une fiabilité. il est fiable. Je pense que vraiment, il faudrait vraiment qu'il ait perdu une jambe pour ne pas s'en aller jusqu'au stade et être là à 4h45, 5h du matin. Même en tant qu'entraîneur, comme quand il était joueur. C'est un très bon ami. C'est quelqu'un qui s'informe, qui veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis qui veut avoir des nouvelles, il est in touch avec les gens qui sont ses proches. La relation entre nous deux, ça a toujours été amical. Je pense que est-ce que ça s'est mérité? Je ne sais pas. Ça s'est fait peut-être juste d'une façon, je dirais, naturelle. Je pense que les deux, on avait le même genre de tempérament. On regardait le film ensemble le matin. Je pense qu'il était habitué à être seul, mais il voyait que j'étais là le matin, puis je posais une question sur OK, c'est quoi ça? On avait des discussions matinales quand on était joueur, puis on regardait nos bandes vidéo en même temps. Puis lui, s'il avait une question sur la protection, il me revenait et il me disait c'est comment vous allez bloquer ce jeu-là? Je donnais des explications. Puis je pense que ça a créé cette cohésion-là de OK, je peux faire confiance à ce gars-là. Puis moi, de mon côté, je faisais déjà une confiance aveugle. Mais tu sais, c'est ce que je voulais dire, c'est comme un mérité, là, de dire que j'ai mérité son respect, puis que su reconnaître ce que je pouvais apporter à la game, là. Puis en quoi je pouvais aider l'équipe. Mais c'est une relation très, très amicale là, qu'on a. Il m'invite chez eux pour l'Action de grâce à chaque année. Sa femme est grecque. Donc, on célèbre la Pâque, la Pâque grecque. Donc, on s'invite, puis il vient à Saint-Hyacinthe une fois de temps en temps. Oh, wow! Il me dit tout le temps, Saint-Hyacinthe, you're the freaking center of the world. Wherever, il dit, peu importe où je vais sur la planète, il y a tout le temps quelqu'un de Saint-Hyacinthe qui apparaît là. Puis en plus, personne qui parle anglais là-bas. Fait que c'est pour ça qu'il a appris le français, dans le fond, c'est ça, hein? Et puis je lui lève mon chapeau pour ça, hein, parce que oui, ça a dû être difficile. Puis quand je vous disais que c'est quelqu'un qui, justement, quand il n'a pas les connaissances, à partir du moment où est-ce que ça tombe important pour lui, il va changer toute sa dynamique. Je vous le dis, à tous les jours, quand tu rentres le matin dans son bureau, c'est la radio francophone. Oh, ouais. Dans son bureau. Il écoute uniquement de la radio francophone. Donc, il écoute, puis sa connaissance du français, puis peut-être qu'il ne l'affiche pas encore, de prendre le risque de s'exprimer dans une autre langue. Quand tu es un petit peu introverti, gêné, c'est pas naturel. Tu sais que tu vas faire des erreurs, tu sais que tu vas faire rire le monde, mais pour quelque chose que tu as mal prononcé ou quelque chose qui fait juste pas de sens. Mais je sais que sa compréhension du français est au rendez-vous. Là. Wow. C'est incroyable qu'il ait su s'imprégner de notre culture et tout ça. Là, c'est un Québécois, il fait partie de la gang, Master Calvillo. Il a vécu plus longtemps au Québec qu'il a vécu à l'extérieur du Québec. C'est un vrai Québécois. Puis moi, justement, parlant de Québécois, je voulais m'enligner vers
quelqu'un que tu as côtoyé dans les dernières années. Puis nous autres, moi et Jeff, on l'aime beaucoup, non seulement parce que c'est un joueur de football extraordinaire, puis aussi, ça a l'air d'être une bonne personne, ça a l'air d'être un grand leader. Puis, tu sais, il a annoncé sa retraite. Il a quitté en même temps que toi, quasiment. Il a annoncé sa retraite en février dernier. Marc-Antoine, de quoi? C'est quel type d'individu? Écoute, moi, je me souviens de quoi quand on l'a repêché avec les Alouettes de Montréal. J'avais été sur Internet pour le féliciter, premièrement, d'être repêché par les Alouettes, puis de se mériter cette opportunité au sein de l'organisation. J'ai dit, écoute, on se connaît. Je me souviens dans le message, j'ai écrit, on ne se connaît pas personnellement et honnêtement, j'aimerais qu'on ne puisse jamais se rencontrer ou qu'on pourrait repousser ça le plus longtemps possible parce qu'il avait une opportunité avec les Packers de Green Bay. Ouais. Puis, je lui avais dit, si tu as l'opportunité d'arriver à l'avance, je lui avais donné tous mes trucs. J'ai dit, si tu as l'opportunité de te pointer à l'avance avec les Packers, commence déjà à écouter du film sur les receveurs de leur équipe. Commence à regarder qui sont les joueurs contre qui tu vas que tu vas être en compétition pour ton poste. Puis, essaye de te démarquer au travers de cette préparation-là. Puis, me dire, c'est vraiment des bons trucs, merci. Puis, tu sais, on était parti comme ça. Après ça, quand il s'est joint à l'organisation, on a bondé tout de suite. T'sais. C'est vraiment un chic type, une personne facile d'approche. Il est plus transparent que je peux l'être, je pense. Surtout au niveau émotif. Moi, la pensée, le rationnel prend souvent le dessus sur l'émotif. Mais je pense que c'est la différence même entre un joueur à l'attaque puis un joueur en défense. En défense, il faut que tes émotions prennent le dessus parce qu'il faut que tu réagis. Gardez-la, votre anglais! Oui, exactement. Il a laissé transparaître immédiatement ce qu'il pensait. C'était pas réfléchi. Il n'y avait rien, mais c'est ça, c'est la beauté de l'être qui laisse aller comme il sent les choses. Puis là où est-ce que moi, personnellement, j'ai regardé le jeune homme, puis je me suis dit, OK, t'as mon respect. À un moment donné, il me dit, tu ressors tout le temps après les games, puis tu prends le temps avec les gens, de jaser, puis ça te prend énormément de temps. Je dis, ouais, je l'ai fait toute ma carrière. Elle dit, pourquoi? Pourquoi tu le fais à toutes les games, pas, mettons, une sur deux? Je dis, moi, j'ai le principe que j'ai vécu ma passion, puis la seule raison pour laquelle j'ai vécu ma passion, c'est que ça fait partie de l'industrie du spectacle. Puis quand tu fais partie de l'industrie du spectacle, il y a des gens qui ont vendu leur temps contre de l'argent pour s'acheter du temps avec toi. Puis toi, de ta contrepartie, ben, tu en bénéficies pour ton épicerie, ton hypothèque, tout ça, mais tu en bénéficies de ta passion. Ça te permet de continuer à exécuter ta passion, puis de juste continuer à jouer pour gagner ta vie, pas travailler. Tu joues. Puis prendre 1h30, 2 heures de plus dans ta journée pour passer un peu plus de temps avec eux, ben, c'est juste de retourner l'appareil, de retourner le balancier et de dire regardez, vous êtes important pour moi aussi. Là. On est peut-être important pour vous divertir, pour avoir du plaisir dans votre journée, pour vous faire vivre des émotions, parce que c'est ça l'industrie du spectacle. Tu veux vivre des émotions réelles. Ben, tu te dis, bon, ben, de l'autre côté, moi, je vais en prendre du temps avec vous. Puis, il l'a fait toute sa carrière. Je l'ai vu à tous les matchs ressortir dehors. Tous les matchs, prendre le temps, être le dernier à aller prendre sa douche quand tout le monde est parti. On se prenait une bière ensemble. On était dans la chambre après. Moi, dans les dernières années, ça a été plus difficile pour moi de sortir parce que j'avais vraiment mal aux genoux. Là. Quand la game se finissait, j'avais juste hâte d'aller m'asseoir, je n'étais plus capable. Mais là, ça s'est résorbé, là, mais je trouvais ça beau à voir que quelqu'un avait repris le flambeau. De dire, OK, toi, tu as connecté avec les gens, puis tu as compris pourquoi je le faisais. Et tu le fais. Puis ça m'a ému, ça m'a touché tout le long qu'il l'a fait. C'est de voir que pour lui aussi, c'était devenu important, puis il avait compris le pourquoi. Fait que ça va avoir été malheureusement, je ne pourrais jamais l'appeler un coéquipier, mais quoi que l'entraîneur, joueur, c'est la même équipe, là. Mais j'aurais bien aimé évoluer avec lui.
Ah, puis il était fier d'être un Alouette, là. Ça paraissait, surtout dans les dernières années. Là, c'est qu'il était fier. Ça, c'était unique. On le ressentait. Ouais. Il n'y a pas de... Comment dire, tu sais, ça va tout le temps être quelque chose par rapport au sport, tu sais. Je comprends, tu sais, qu'à un moment donné, dans des ligues professionnelles comme notamment la Ligue nationale de hockey, tu sais, des joueurs qui viennent jouer à Montréal puis qui s'attachent, mettons, aux Canadiens de Montréal, tu le fais principalement pour vivre l'expérience d'être un Canadien de Montréal puis d'avoir eu de revêtir cet uniforme-là. Parce qu'au point de vue fiscal, théoriquement, il n'y a aucune raison pour laquelle tu voudrais signer à Montréal. Ouais. Tu as le choix entre signer à Vegas où est-ce qu'il n'y a pas d'imposition sur l'État, puis que tu parles en fin d'année, s'il te reste 2 millions de plus dans les poches. Mais vraiment, dans le contexte du football canadien, on s'entend avec un salaire minimum. Moi, mon année de recrue, là, je gagnais 41 000 $. Hey. 41 000 $, les étudiants finissant maîtrise avec moi, là, ils gagnaient 2 fois mon salaire. Puis ça, c'était à l'époque. Après ça, ces gens-là ont eu une carrière de maintenant peut-être 20 ans dans leur domaine, sont totalement ailleurs, sont dans des postes de direction, puis ils gagnent bien leur vie. Il y a un coût de renonciation par rapport au choix de carrière que tu vas avoir fait. Mais je vais avoir vécu des choses totalement atypiques. Ma job, c'était pas de me pointer au bureau le matin à 8 h puis de transiger des contrats en bourse. Là, c'était d'être sur un terrain puis jouer au ballon. Là. Fait que c'est totalement différent. Mais ça a un coût. Fait que pourquoi, tant qu'à vivre ce coût de renonciation-là, pourquoi pas le vivre avec des émotions encore plus réelles en étant chez vous? Puis, comme je dis, dans le contexte d'une ligue professionnelle comme la Ligue nationale de hockey ou la NFL, c'est plus difficile d'en arriver avec cette conclusion-là parce qu'il y a des facteurs exotériques à l'extérieur qui vont tout le temps t'affecter à aller prendre une décision qui te laisse le plus d'argent possible dans les poches. Ouais. Mais dans le ressenti réel, quand tu peux vivre quelque chose d'aussi exceptionnel que de gagner une Coupe Grey à Montréal puis de faire une parade sur Sainte-Catherine, quand tu es chez vous, puis les gens te donnent des doses d'amour que tu peux même pas phraser. Tu peux même pas le mettre. Il n'y a pas de mots. Il n'y en a juste pas. Il n'y en a pas. C'est des situations exceptionnelles, puis ça prend une signification encore plus amplifiée quand c'est chez vous. Hey Jeff, j'en ai juste une dernière, après ça, je te laisse. Ben là! C'est parce que ça rebondit un peu sur ce qu'ils viennent de dire parallèlement. As-tu déjà eu des offres de la NFL? On sait que tu es un fier Québécois, tu étais content de jouer à la maison, mais est-ce que tu as eu des offres de la NFL? Puis si oui, est-ce que tu as dû en refuser? Puis tu t'es dit, Chris, j'ai pas envie de quitter mon patelin, puis tout ça. Est-ce que c'est arrivé à un moment donné dans ta carrière? Le seul intérêt que j'ai eu, c'est en 2012, j'avais été nommé meilleur centre de la Ligue canadienne, puis je tombais joueur autonome cette année-là. Okay. Donc, j'avais été contacté par un agent de la NFL à la fin de la saison en 2012. Puis, il me demandait si j'avais un attrait ou si je voulais magasiner pour voir au sud de la frontière s'il y avait quelque chose. Puis, moi, je lui avais dit d'emblée non. J'avais même pas essayé de dire « Ah oui », parce que je me disais, bon, ben, je suis rendu, j'avais 29 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, 29 ans. J'avais 29 ans, puis là, je me disais, si je me lie à une organisation ou si je commence à magasiner au sud de la frontière, les camps d'entraînement dans la NFL débutent beaucoup plus tard. Tu sais, on est quasiment à mi-saison dans la Ligue canadienne quand c'est l'ouverture des camps d'entraînement. Donc, à partir du moment où est-ce que, bon, ben, je signale à l'organisation que je veux regarder des opportunités au sud de la frontière ou quelque chose du genre, eux sont obligés de se revirer puis commencer à magasiner sur qui va remplacer, qui me remplacerait. Puis, une fois que tu vas au sud de la frontière, ben, il faut que oui, évidemment, tu vas te battre pour te mériter ta place. Puis, tu as un potentiel à faire probablement des millions, oui. Mais d'un autre côté, si ça ne fonctionne pas, le trickle-down effect, c'est que tu reviens dans une organisation qui est à sa mi-saison. Tu as le potentiel que les choses aillent vraiment bien, fait qu'ils n'ont pas besoin de toi. Fait que là, tu te retrouves à signer dans une autre organisation ailleurs. Puis, moi, j'avais dit, c'était quel directeur général? J'avais dit ça. Je pense que c'était à Kavis Reed. J'ai dit, si tu n'es plus intéressé à mes services puis tu penses que j'ai encore une valeur sur le marché, change-moi quelque part ailleurs, va chercher un choix de repêchage, je vais prendre ma retraite le lendemain.
Wow! Tout le monde, il gagne quelque chose. Toi, t'es comme, ben moi, je jouerai pas ailleurs, puis toi, tu vas gagner quelque chose. Il y a une équipe dans le CFL qui n'aurait pas gagné grand-chose, probablement, ça aurait fait chier. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je me disais juste, non, mon intérêt, mon attrait, puis même encore aujourd'hui, je respecte les qualités athlétiques et le football au-dessus de la frontière. C'est un football exceptionnel. Est-ce que la différence salariale versus la différence de talent sur le terrain est justifiée? Je vais dire que c'est simplement à cause de droits de télévision, parce que la qualité du football qu'on a dans la Ligue canadienne de football, la créativité qu'on y retrouve, l'ouverture de jeu qui est disponible, plus tu vas t'approfondir dans les X et les O dans ce sport-là, plus tes yeux devraient être dirigés vers le nord de la frontière. On a un football qui est tellement intéressant. Les gens s'arrêtent souvent à dire « Ah, il y a des unités spéciales, c'est en train de botter ». Mais ces jeux-là sont importants dans le positionnement de terrain. Ces jeux-là changent un match au complet. C'est pas juste un wave, catch the ball ou let it bounce, puis va-t'en ces lignes de côté. Là, ils ont essayé d'améliorer leur kick-off, mais même à ça, ça a un look particulier selon moi. Mais tu sais, c'est un football. On a un football qui est ouvert dans la Ligue canadienne, qui permet de faire tellement de choses que souvent on inspire le sud de la frontière. Les gens étaient bien allumés sur les Cowboys, pas les Cowboys, mais les Dolphins il y a quelques années avec des courses dans l'arrière-champ en momentum, des changements de direction, un football électrisant selon eux. Nous autres, dans CFL, on voit ça, c'est le pain et le beurre. Mais la NFL ne le dit pas fort, hein? Pardon? La NFL ne le dit pas fort. Non, mais c'est la même chose en défensive. Quand on voit des couvertures qui se développent ou des types de blitz qui se développent dans la Ligue canadienne de football, soudainement, on regarde, puis ça devient une mode 3 ans plus tard dans la NFL. Fait que c'est comme un club école, puis là, ils viennent regarder, puis ils s'en inspirent. Ou un research and development, je l'appellerais comme ça. Hey, on découvre un géant au grand cœur. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui te qualifient ainsi, puis on le voit, là, on discute depuis tantôt. Tu es très généreux dans tes propos et tout ça, mais il y a une chose que je veux qu'on parle un petit peu dans le personnel, là. C'est que tu t'es considéré comme peut-être un père absent, entre guillemets, puis quand tu as pris ta retraite et tout ça, tu t'es dit, là, je veux profiter de ma vie de père parce que j'ai été trop absent. Ça t'affectait-tu pendant ta carrière, cette absence-là envers ta famille? Oui, ben je trouvais ça le fun dans le thème d'entrée, tu sais, quand on voyait Mamba en train de remercier sa femme puis les enfants, puis sans vos sacrifices, j'aurais jamais pu vivre ces expériences-là avec ma vie. Évidemment, comme quand tu es jeune, puis que tu sors de l'université, puis tu es repêché, puis tu commences ta carrière professionnelle, ben, tu t'en vas vers le prochain niveau, mais tu n'es pas encore dans un contexte, si on veut, de responsabilité puis de vie, la vie conventionnelle. Puis, la chose qui est atypique, en fait, c'est comme si ta vie, en tant que telle, dans le réel quotidien, là, ta vie est en parallèle à la société. On dirait qu'elle se rejoint nulle part. Tu sais, c'est soit que tu es dans un mode intense, que tu es totalement absent, tu sais, parce que tu es dans ta saison. Autant joueur, entraîneur, c'était pire que joueur, selon moi, là. Mais parce que joueur, il y a quand même une convention collective, certaines heures de travail, puis ensuite, tu es libéré, tu peux t'en aller chez vous. Puis, tu sais, je pouvais continuer à participer, à mettons, au souper de famille et tout. Mais en tant qu'entraîneur, tu sais, la job est là, il faut faire la job, il faut se préparer 2 semaines d'avance, puis il faut réétudier ce qui se fait au quotidien. Puis, tu sais, donc, ça demande énormément de temps, énormément d'efforts. Puis, c'est une responsabilité parce que tu veux que ton équipe vive du succès. Si tu te mets... C'est bien simple, c'est que si tu te mets à négliger le football, ben là, tu vis des insuccès. Si tu vis des insuccès au football, ben la pression augmente. Puis là, la pression, il y a de la pression dans la famille, il y a de la pression au football. Tu sais, fait que tu te retrouves dans tous les milieux où est-ce que tu te sens pas nécessairement dans ton pic. Fait que tu mets un peu plus tes œufs tous dans le même panier durant ce bout de temps-là. Puis après ça, quand la saison se termine, ben là, tous tes œufs sont dans le panier familial.
Mais quand tes œufs tombent toutes dans le panier familial, dans la réalité de tous les jours, là, dans le quotidien de tous les jours, ben, je revenais à la maison, puis ma femme s'en allait au travail, mes enfants s'en vont à l'école. Fait que là, tu es là du lundi au vendredi, tout seul avec ton chien ou ton chat. Puis, tu sais, la société tourne, la société continue à bouger, mais toi, tu es sur le break. Fait que tu te dis, OK, j'aimerais ça récupérer le temps, tu sais, mais les expériences ne se créent pas, tu sais. C'est pas comme des vacances d'été, de partir en camping avec ta famille. C'est pas les fins de semaine, tu sais, puis on s'entend les hivers du Québec. Oui, il y a les activités sportives, mais on n'est pas à la maison, on n'est pas fan de skidoo. Les sports de glisse, on oublie ça. Là. J'ai des mauvais genoux, puis je pèse 300 livres. Gravité, poids, descends plus vite. Non, je peux pas. Donc, tu sais, ça devient comme quand même, tu sais, le spectre d'opportunités est plus limité avec nos hivers au Québec. Donc, tu sais, tu te dis, bon, ben, c'est quoi qu'on a fait? Tu sais, tu fais la saison morte, tu te dis, OK, c'est quoi qu'on a fait qui était exceptionnel? Pas tant de choses, tu sais, peut-être un voyage, quelque chose du genre, tu sais, pour essayer de se regrouper, mais il n'y a pas toutes ces opportunités-là qui sont disponibles. Tu sais, pourquoi tout le monde a hâte à l'été? C'est parce qu'on peut faire de quoi, tu sais. Puis on se promène, puis on fait beaucoup plus de choses. Moi, les étés, j'en ai jamais vécu, tu sais, de ma vie adulte. Ouais. Tu sais, ça a toujours été le football, tu sais. Puis là, c'est ça, j'étais comme à une croisée des chemins. Puis comme je le dis, par rapport à ma décision, je me sentais super bien. Quoique, tu sais, c'est sûr que c'est une brisure intérieure, tu sais, c'est quelque chose de gros. Ça a représenté toute ma vie d'adulte. Mais il reste en soi que la situation dans laquelle je me trouvais, je trouvais que l'équipe allait bien. Tu sais, je voyais les choses qui me faisaient plaisir, qui me disaient que j'étais prêt à quitter. Ça faisait 3 ans que je travaillais avec Dave Brown aussi, qui était mon assistant sur la ligne à l'attaque. Donc, je n'ai pas laissé non plus un poste vacant avec aucune alternative. Il y avait quelqu'un qui avait travaillé avec moi pendant 3 ans. Donc, tu n'as pas le sentiment de culpabilité de laisser tomber quelqu'un et qu'il soit à court. Donc, je me disais, bon, ben, côté football, ça fait du sens. Côté familial, tu sais, ma bague de 2023 des Alouettes de Montréal est faite au doigt de ma femme. Je ne peux pas la porter. J'ai fait faire à son doigt à elle parce que quand c'était la remise des bagues, je lui ai remis. J'ai dit, sans toi, j'aurais jamais pu vivre quoi que ce soit ici. Tu sais, c'est énormément de sacrifices familial pour une game, tu sais, pour un jeu qui te passionne. Maintenant, puis ça, j'en suis persuadé, si au niveau familial, si mes enfants, si ma femme, si tout le monde avait ressenti de moi que j'aspirais à devenir coordonnateur offensif, que j'aspirais à devenir entraîneur-chef, que j'aspirais à devenir directeur général, que j'aspirais à plus, puis à plus, puis à plus dans les échelons football, et ça, si tu veux continuer à encourager quelqu'un à être passionné, parce que quelqu'un qui est passionné va toujours... mettre les efforts à droite et à gauche, puis il va s'arranger, puis c'est quelqu'un d'heureux. Moi, personnellement, j'étais en gestion de la ligne à l'attaque. Dans les dernières années, j'ai assumé aussi un rôle de co-coordonnateur du jeu au sol, donc je dessinais quand même la vaste majorité des jeux qu'on avait avec l'attaque terrestre. J'aspirais pas à plus. Puis mon côté logique, de ce que je connais de l'industrie, faisant en sorte que je me disais, OK, en ce moment, ça va bien avec les Alouettes, on est bien, tout va bien, mais ce qui s'en vient éventuellement un jour, c'est la fatalité du sport professionnel. Les entraîneurs vont se faire congédier, le directeur général, le président, mentionnez-les toutes. Là. Ça y passe un jour. Et là, je me disais, OK, c'est encore une fois, c'est pas ce que je veux vivre. Donc, dans la portion de ce que je voulais vivre, ben, j'ai eu le luxe de la journée où j'ai voulu prendre ma retraite, savoir quand j'aurais mon dernier match, ma dernière série offensive, dire bye-bye à la foule en tant que joueur. Puis je vais avoir eu le luxe de dire quand je terminais ma carrière d'entraîneur, comment je la terminais, puis de dire simplement merci beaucoup, au revoir, à la prochaine.
Le temps avance, hein, les boys. Déjà 1h19, Kev. Et il me reste 2 questions, mais je vais les rajouter dans mes questions en rafale de mon bord. All right. Ouais. Question en rafale, ça, c'est réponse courte. Ça, je suis pas fort là-dedans. faut que tu essayes, Luc. Kev, je vais right. commencer, OK? Ok, Let's vas-y. go. Un mot pour définir Danny Machocha. Ambition. Qui a dit cette phrase? Un jour, je voudrais être président des Alouettes. Luc Brodeur-Jourdain. T'es fort, t'es fort. Coupe Vanier ou coupe Grey? Même chose. Rayon différent. Rayonnement différent. Mais même Les ressenti. OK, excellent. Les Géants ou le Rouge et Or? Rouge et or. Parfait. T'as Kev. closé. OK. Puis écoute, moi, je pose la question, puis tu réponds comment toi tu le sens. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. OK? All right. Puis c'est pas parce que tu préfères un humain plus que l'autre. OK? Excellent. Damon Duval ou Sean White? Sean White. Est-ce que je peux rajouter ça? Oui, vas-y, absolument. Sean White a tellement été un bon coéquipier. On avait une très bonne chimie. Martin Bédard, moi, Sean White, on rigolait. On a été les 3 en Afghanistan pour supporter nos troupes. Wow. Ensemble avec un crew cheerleader. On a fait... Sean White est venu à 1 voyage. En fait, 2 voyages. Il a été à 2 voyages. Mais à l'époque, en Afghanistan, pour supporter nos troupes, il y avait des missions secrètes, bien évidemment. Donc, on demandait à des anciens du Canadien, des Alouettes, des artistes, des humoristes, d'embarquer dans un avion et de traverser le globe pour aller supporter nos troupes qui étaient en mission. Des fois, certains gens faisaient 6 mois, 7 mois qui étaient là-bas à Kandahar. Puis, tu sais, tu vois de la détresse, c'est du sérieux, là. Donc, d'aller supporter nos troupes, pas nécessairement, tu sais, qu'on soit en accord ou en désaccord avec la cause, ça n'empêche pas les gens qui y sont et qui sont en mission, puis d'avoir la tape dans le dos de dire « Hey, vous faites une bonne job, on croit en vous. » Puis qu'on soit d'accord ou pas avec la mission, on outrepasse ça, on apprécie ce que vous faites pour notre pays puis comment vous représentez notre pays. Coupe Grey comme joueur ou Coupe Grey comme entraîneur? Il ne faut pas que je prenne trop de temps. Joueur. Oh, OK. Mais ça n'enlève rien à la Coupe Grey comme entraîneur. Absolument rien. Mais joueur, c'est que tu es tellement, encore une fois, tu sais, comme entraîneur, jusqu'à les 12 dernières secondes, tu es encore en train de manager la game. Tu es encore en train de penser, OK, s'ils scorent un touché ou s'ils font un field goal, il faut revenir, puis il faut que j'aille tel jeu. Quand tu es joueur, tu es comme juste sur le bout de ton banc. Puis là, tu te hâte que le cadran soit à 0 puis que je saute sur le terrain. Ouais. Puis notamment, tu sais, comme la 2009, qui est encore un record, je crois que les Patriots contre les Falcons d'Atlanta sont parvenus à faire quelque chose qui était dans le même genre que nous quand ils ont remporté le Super Bowl avec le fourth quarter comeback, puis gagnant en prolongation. Mais nous, les Alouettes, la Coupe de 2009, c'est quand même exceptionnel de penser qu'on est une organisation qui a remporté la Coupe Grey en ayant mené au cadran 0 seconde sur les 60 minutes de jeu. On n'a jamais mené de la game en temps réglementaire, puis on n'a pas été en surtemps, puis on a gagné la game. Tout ça à cause du 13e joueur sur le terrain qui nous a permis de prendre ce botté pour gagner le match par 1 point. Hey, fait que ta première saison dans le CFL, tu vas-tu t'en souvenir, Luc? Marc-Antoine Sori sur ça. Des choses. OK, je viens d'en ajouter une dans ma tête, là, mais celle-là, je la pose à tous les invités qui passent. Le plus grand leader que tu as côtoyé dans ta carrière. Tu peux en nommer 2-3 si tu veux. Là. Plus grand leader. Exemple, un leader, par exemple, Anthony Calvillo. Un leader vocal, tu sais, quelqu'un qui est loud, mais qui le fait sur le terrain, puis qui fait ce qu'il dit, mais tu sais, qui était, j'aurais tendance à dire N-word Stewart. Oh, OK. Un plus grand leader d'équipe, j'irais vers Jason Moss. Oh, OK. Oh, wow. Très bon choix. Hey, ça a des souvenirs, là.
Puis, y avait-tu, mettons, un joueur que tu regardais, que tu es comme, hey, ce gars-là, là, c'est ma plus grande inspiration, puis c'est pas obligé d'être un joueur qui a la même position que toi, ça peut être, c'est même pas obligé d'être un joueur de football, mais quelqu'un que tu te dis, Chris, cette personne-là m'inspire à être une meilleure personne, un meilleur athlète. Encore une fois, ça peut être 2-3 si tu veux, là. L'athlète qui m'a le plus inspiré dans mon processus. Écoute, vu que je venais pas de l'école si on veut, de l'école du sport dans ma jeunesse, niveau artistique, c'était Kurt Cobain, mais c'était pas un exemple de persévérance. Niveau sportif, dans ma jeunesse, c'était de regarder un Wayne Gretzky. Admettons, comme quand on faisait semblant, tu joues au hockey, tu te donnes, je fais semblant d'être. J'aimais beaucoup être Wayne Gretzky parce que je trouvais que c'était le joueur, peut-être à l'exception du volet physique, c'était un joueur qui était complet puis qui était là pour beaucoup créer les choses pour d'autres autour de lui. Ouais. Son record d'Ovechkin qui a été battu par Ovechkin, pour lui, même Wayne Gretzky le dit encore aujourd'hui, je n'étais pas un buteur. Pourtant, j'ai fini le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue. mais ma force, c'était de distribuer la rondelle, c'était d'être quelqu'un qui ouvrait le jeu pour d'autres personnes autour de moi. Puis c'est drôle parce que c'était un peu la job que je faisais en tant que joueur de ligne à l'attaque. T'ouvres le terrain pour quelqu'un d'autre autour de toi. Wow! Je m'attendais pas à celle-là pour être franc, mais le parallèle est excellent. Wow, c'est du bonbon. As-tu quelque chose à rajouter, mon cher? Non. C'est maintenant l'heure de quitter Luc. On a eu à Luc, sérieusement, là, je ne sais pas combien de fois de dire merci, mais ça a été extraordinaire comme entrevue. Tu étais très généreux, puis on est content que tu sois venu. Puis les gens vont voir qu'on ne fait pas juste du hockey, parce qu'on amène aussi des gens de football. Oui. Oui, parce qu'on est des gars de hockey beaucoup, mais on veut mettre de l'avant les autres sports aussi. Basket, football, c'est des choses qu'on regarde beaucoup. Puis il y a du leadership à explorer partout. Puis tu fais partie des grands leaders. Tu sais, les gens vont souvent penser à Calvillo, Cahoon et compagnie quand ils vont penser aux Alouettes de Montréal. Moi, je pense à Luc Brodeur-Jourdain. Puis je dis pas ça parce que c'était notre invité. Je le disais à Jeff bien avant. Donc, merci, Luc, pour ton temps. Merci pour ta belle carrière avec les Alouettes. 1000 fois merci pour de vrai. Merci, messieurs. Ça a été un privilège. Puis c'est d'entendre que tu as eu un effet sur quelconque, toutes les personnes qui ont été associées. Excuse-moi, ça me fait le moton tout le temps, là, mais de savoir que tu peux affecter des gens puis que tu as inspiré des gens au travers ce qui était une passion, un jeu, puis que tu as emmené des gens à s'intéresser à ce sport-là puis que ça l'a emmené cet amour-là. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Puis continuez à vous diversifier dans votre éventail, dans votre spectre. Il y a autant d'histoires que d'athlètes. Donc, vous allez trouver beaucoup de monde qui sont prêts à partager. Merci beaucoup, Luc. Merci, Luc. Bonne journée. Bonne journée, puis bon match, parce qu'on le rappelle, on tape jeudi, le 4 juin, puis les Alouettes disputent leur premier match ce soir, parce que Luc sera commentateur. Au 99.5, messieurs. Yes. Oh yeah. Salut, Luc. Merci, Luc. Bonne journée. Merci. À toi aussi. Salut. Kevin. On tombe dans le... Money Time! Yes! On annonce le prochain invité qui viendra partager ses expériences aux meneurs. Celui-ci, encore une fois, Kev, je suis fier parce que c'est un ancien membre des Huskies de Rouyn-Noranda, qui a également joué pour les Remparts de Québec, qui a scoré 57 buts dans le Q. Hein? Oui. Puis il est toujours actif en Allemagne. Celui-ci se nomme Brent Holmberg! Yes! Oui, un joueur de hockey. Évidemment, on est des gars de hockey. On dit qu'on veut faire autre chose, mais on va quand même faire des joueurs de hockey. On va s'entendre là-dessus. Là. Très hâte de parler à Brent. Ça va être intéressant. Un parcours assez atypique, unique. J'ai hâte d'y jaser, Jeff. Oui, moi aussi, Kev. Puis je veux remercier encore une fois Lagabière pour l'excellent produit sans alcool. Merci, Lagabière. Merci aux fidèles auditeurs et à ceux qui nous watchent sur Facebook. On a beaucoup de gens, de plus en plus de gens.
On est fiers, ça nous touche énormément. Merci à toi, Kev. Merci à Luc. Puis, N'oubliez pas de nous suivre. Tu as dit Facebook, Instagram, TikTok, puis en version audio sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Merci pour tout l'amour que vous nous donnez. Merci encore à Luc d'être passé au podcast. Puis répandez de l'amour dans le monde. Peace! Peace!